Alors, Elisabeth Coquet-Régnier, vous êtes vice-présidente de l'UP. On vient de voir trois beaux exemples d'entreprises, hein, des gens qui manifestement ont compris que les équipes, c'était au cœur des critères de performance de l'entreprise. Comment vous faites, et c'est vrai que c'est pas, on ne les a pas mis là par hasard, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas des exceptions, mais non plus, ce n'est pas non plus toutes les entreprises qui ont ce souci de faire de la RH dans leur entreprise. Comment vous, à l'UPE 13, vous avez envie d'accompagner un peu mieux les entreprises? Et d'abord, on excuse un peu votre voix, parce qu'Elisabeth, elle a un tout petit problème de voix, donc elle est gentille d'être là avec nous ce soir. Oui, alors en fait, on s'est aperçu déjà lors du diag RH dont on a parlé tout à l'heure que les PME et les TPE n'avaient pas toujours la possibilité d'avoir un DRH, et on s'est aperçu que les dirigeants des sociétés n'avaient pas le temps d'exercer cette fonction. Donc ce qu'on a pensé, c'est que pour aider les entreprises à grandir, ça serait bien que l'UPE embauche plusieurs DRH et permette à ces petites entreprises d'avoir un petit peu de temps de ces DRH. Et donc c'est quoi, Elisabeth? C'est un DRH qui tourne dans les entreprises, en c'est fait, ça? c'est une plateforme avec plusieurs DRH qui se partagent entre différentes entreprises. Et quand l'entreprise a atteint la taille critique, à ce moment-là, elle pourra recruter. Elle pourra éventuellement embaucher c'est surtout pas un concurrent par rapport au cabinet. Au cabinet, exactement. C'est pour les aider à grandir. Merci beaucoup, on les applaudit bien fort tous les quatre. Et puis on va passer au deuxième plateau. En attendant, on va découvrir nos annonces BusyBook. Hein, c'est très important, vous voyez, je vous les laisse découvrir. Vous en aurez encore à plus soif, si j'ose dire, tout à l'heure pendant le cocktail. Et puis, on va attaquer sur le deuxième thème. Le deuxième thème, c'est faire grandir effectivement l'entreprise elle-même. Alors, on le sait, hein, une entreprise, ça grandit d'abord en essayant de trouver des fonds, en essayant de trouver des capitaux. Et c'est pas toujours facile. Et là, on a quelques jolis exemples d'entreprises qui vont vous dire peut-être comment elles ont fait. On va commencer par Marc Skilakci de la société Oxatis, qui va prendre le micro. Alors, Monsieur Xilachi, vous êtes spécialiste des infrastructures de sites marchands. Alors, vous m'avez dit qu'en France, il se crée un site marchand sur le web toutes les 2 heures. C'est assez considérable. En plus, c'est chez vous que ça se passe. Non, ils s'en créent un peu plus, ils s'en créent un toutes les 40 minutes. Et chez nous, ils s'en créent un toutes les 2 heures. Donc, un site marchand sur 3 qui se crée aujourd'hui en France se crée chez nous. Alors évidemment, vous êtes dans un secteur en plein développement. Ça n'a pas forcément, si j'ai bien compris, toujours été le cas. Et il y a des moments où vous avez été obligé de chercher un peu du capital de tous les côtés, c'est ça? Il y a surtout un moment où c'était impossible d'en trouver, c'est-à-dire entre 2001 et 2007-2008. On oublie souvent que la bulle Internet. C'était après la bulle Internet. Et puis la France avait eu l'avantage du Minitel, mais on oublie souvent qu'en 2003, le chiffre d'affaires du Minitel était supérieur au chiffre d'affaires de l'Internet marchand. C'était pas il y a un siècle, hein, c'était il y a 7 ans. Et donc c'est vrai que ça a été une période longue pour nous, mais on a comme ça bien déployé notre métier. Et en 2008, c'est vrai qu'on a levé des fonds, 2 millions d'euros, auprès d'un investisseur parisien, un FCPI, Plus Finance pour ne pas le nommer. Facile à faire? Aussi long qu'un bébé, 9 mois. Voilà, quand même. Très long. Et ensuite, on a refait ça l'année dernière, parce qu'entre-temps, on avait réussi à multiplier par 2,5 notre chiffre. Et là, ça a été beaucoup plus rapide, parce qu'on a mis 9 semaines, pas et demi, 9 semaines, à lever 4 millions d'euros auprès de Crédit Agricole Private Equity. Si Oxatis n'avait pas fait ça, vous seriez où aujourd'hui? Alors, si je peux me permettre une comparaison, une métaphore, notre métier, c'est un petit peu le même métier que dans le début des années 1900, la construction de voitures. On me dit souvent, tu fais le même métier que des milliers d'entreprises en France. En fait, oui, au début des années 1900, vous aviez des dizaines, voire des centaines dans le monde de constructeurs de véhicules. Il en reste aujourd'hui 10, 15. C'est exactement pareil, on fait le même métier que beaucoup de petites entreprises qui font ça. Nous n'avons en France plus de 6500 marchands. Notre second concurrent en a moins de 1500 et le troisième moins de 500. Ça donne une idée de l'éclatement et de ce à quoi nous a servi de lever cet argent. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas levé cet argent, vous ne seriez plus là aujourd'hui? Je serais tout petit et je n'aurais pas une pérennité très grande, oui, en effet. Merci pour ce témoignage. On va passer à celui de monsieur Cédric Régny de Custom Solutions. C'est un des leaders français des services marketing auprès des marques de grande distribution. Vous avez carrément choisi alors je ne sais pas si c'est la voie royale, vous allez dire, carrément passage en bourse. Vous êtes rentré en bourse, et c'est tout récent, hein, mai 2010. C'est ça. Marche pas. Allô. Oui, donc c'est ça. Nous, on avait fait aussi une opération de financement en 2007, et dans le prolongement
cette opération. On a fait notre introduction en bourse en mai 2010, l'année dernière. Alors, vous avez plutôt eu raison parce que j'ai vu vos résultats. Premier semestre 2011, plus 35% de résultats. Oui, on est une entreprise qui se développe plutôt bien. On est sur des métiers nouveaux aussi qui sont porteurs aujourd'hui. On a, depuis l'introduction en bourse, fait une première acquisition, donc c'est vrai que ça donne une autre dimension à la croissance. C'est des perspectives sur lesquelles on ne s'ouvrait pas forcément l'année dernière. On a envie d'aller plus vite, d'aller plus loin, ça donne d'autres limites. Ça nous a permis aussi de nous structurer et on se structure, du coup on est plus serein pour se développer puisqu'on a aussi plus de 100 collaborateurs aujourd'hui et qu'il fallait qu'on passe par ces étapes. Bon, vous ne dites pas à toutes les entreprises de rentrer en bourse quand même. Ça coûte cher. Nous, on a levé 7 millions d'euros, ça nous a coûté 500 000 euros. On ne le dit pas souvent, mais c'est quand même pas rien. En plus, il faut savoir quoi en faire parce que les investisseurs qui mettent 1 ou 2 millions d'euros chez vous, ils attendent des résultats derrière. Et si vous ne faites rien de ces fonds, vous n'avez pas de projet, ce n'est pas forcément un projet qui est très bénéfique pour l'entreprise. Dites-moi, le patron de l'entreprise aujourd'hui, c'est toujours vous ou c'est les marchés? Non, c'est moi. Moi, franchement, ça n'a pas changé ma façon de vivre. Je me mettais déjà la pression avant et je continue. Par contre, quand je croise de temps en temps un salarié, il n'hésite pas à me dire qu'il a acheté 300 euros d'actions, parce qu'on a un salarié sur 2 qui est devenu actionnaire. Il me dit dis-moi Cédric, là, qu'est-ce qui se passe? L'action en bourse là, baisse un peu, non? Donc ça met juste la pression, mais c'est tout. Est-ce que c'est un bon moyen pour transformer tous les salariés en capitalistes? En tout cas, c'est une façon de les intéresser aux résultats. On parlait d'intéressement, c'est une façon de le faire. Et on a un salarié sur 2 qui est devenu actionnaire, donc c'est quand même une expérience intéressante. Alors, votre voisin, il a aussi une expérience tout à fait intéressante. C'est le leader mondial des fabricants de corps de carte à puce. Donc, la carte SIM que j'ai dans mon portable, à un moment donné, elle est arrivée chez vous pour, en tout cas, être fabriquée. C'est ça ou j'ai pas compris? Alors, on est au tout début de la chaîne de La fabrication. On fabrique le support de carte plastique qu'on va vendre à des clients comme Gemalto, connu dans la région, mais tous les acteurs mondiaux de la téléphonie mobile. Alors, il n'y a pas si longtemps, vous étiez cadre de l'entreprise avec 3% des actions. Et aujourd'hui, vous avez pris le contrôle complet de l'entreprise et vous avez 100% des actions. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez braqué quelqu'un? Comment vous avez fait? Non, j'ai pas eu besoin. Donc, déjà, j'avais 3% du capital, mais j'étais directeur général depuis 7-8 ans. Et donc, je me suis dit, j'aimerais peut-être le faire pour moi. La difficulté, c'est effectivement comment financer, puisque mon patrimoine personnel ne me permettait pas d'acquérir l'entreprise, qui est rentable. 14 millions d'euros, 70 personnes. Voilà. Donc, il a fallu que je trouve mon objectif était de pouvoir racheter l'entreprise en pouvant développer l'entreprise. Ça veut dire pouvoir avoir un tour de table qui permette d'assurer le développement. Ce n'était pas d'être devenir propriétaire, mais c'est de pouvoir développer et grandir. Donc, j'ai réussi à travailler avec différents fonds d'investissement. Et donc, j'ai un partenaire aujourd'hui qui est le fonds d'investissement Turin Capital, qui est un fonds français, basé d'ailleurs à Marseille, et qui est minoritaire au capital, qui a 40%, j'ai 60%, et ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Il en faut quand même du courage pour à un moment donné se lancer dans cette aventure, parce que ça aurait pu pas forcément très bien tourner. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chefs d'entreprise qui cherchent sans arrêt les moyens de leur développement et à un moment donné, il faut avoir envie d'aller. J'allais dire, il faut oser. Peut-être Oséo aussi va nous en parler, mais il faut oser quand même quelque part de se lancer dans cette aventure, non? Déjà, je pense qu'il faut une motivation initiale. Moi, la mienne, ça a été être mon propre patron. À partir de là, comment y arriver? C'est long, c'est difficile. Financer avec des banques, c'est compliqué. Se mettre d'accord avec un fonds d'investissement, c'est encore plus compliqué. Rester majoritaire, c'est encore plus compliqué. Mais il y a une volonté au début, c'est comment je vais créer mon propre patrimoine par mon travail, tout en restant le plus possible, et tant que ce sera possible, aux commandes. Et aujourd'hui, vous êtes toujours aux commandes? Alors aujourd'hui, je suis toujours aux commandes et on a racheté il y a 3 mois une autre entreprise. Donc on a fait une petite augmentation de capital qui n'est pas très importante. Par contre, on a été financé par le FSI. Donc le FSI a un outil d'apport en obligations convertibles non dilutives. Donc ce qui m'a permis de faire une grosse acquisition, 3 fois plus grosse que celle que j'avais faite. Moi, je n'ai pas mis grand-chose. Par contre, le FSI, moyennant bien sûr un taux d'intérêt des obligations convertibles, a permis de faire un apport considéré par les banques comme des capitaux propres. Sauf que c'est non dilutif et je détiens toujours la majorité du groupe. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui de garder le contrôle. Alors Franck Paoli, vous êtes le patron de Connect Gestion, vous allez nous expliquer ce que c'est que Connect Gestion. Là aussi on vient de voir 3 exemples d'entreprises
bon, il faut leur tirer le chapeau, un coup de chapeau, parce que c'est vrai que c'est des aventures financières et dans des périodes qu'on vient de traverser, c'est pas forcément toujours évident de se lancer là-dedans. C'est pas le cas de la plupart des entreprises. On l'entend dire, les entreprises, elles ont des fonds propres fragiles, elles n'ont pas de culture financière. Vous en pensez quoi? Écoutez, moi, déjà, je bois du petit lait en écoutant ce que je viens d'écouter, parce que mon propos était d'essayer de convaincre ce soir d'avoir recours Parlez bien dans le micro. Pardon ? Parlez bien dans le micro. Pardon, mon propos était de convaincre ce soir qu'avoir recours à un investisseur était un facteur de développement fort pour l'entreprise, d'enrichissement de l'entreprise et éventuellement de l'entrepreneur aussi. Je crois que les exemples qu'on vient d'entendre en témoignent tout seuls. Oui, il y a effectivement une méconnaissance forte de l'entrepreneur de ces mécanismes. Bon, je vais balayer devant ma propre porte. Moi, je suis entrepreneur, je ne suis pas financier. J'ai fait toute ma carrière dans la PME locale que j'ai développée. Et mon associé Jérôme Bory a le même parcours. Et en 2005, on a décidé à 50 ans de faire un dernier bout de parcours ensemble, en reprenant ensemble une entreprise. Et on a participé à un séminaire qui a été organisé par la société Viveris Management, dans lequel ils présentaient l'ensemble de leurs fonds et l'ensemble des types d'interventions, en faisant intervenir quelques-uns des dirigeants de leur participation. Et on a entendu ce qu'on vient d'entendre ensemble là, il y a quelques minutes. Et on s'est dit avec Jérôme que, nom de Dieu, si on avait su ça quelques années avant, on n'aurait pas géré notre carrière d'entrepreneur de la même façon. Donc ça veut dire qu'il y a un manque d'information aujourd'hui sur tous les mécanismes financiers pour les entrepreneurs. Ils ne savent pas faire. Je ne dis pas qu'ils ne savent pas faire, je dis qu'ils n'ont pas l'information. Savoir qu'une entreprise est en capacité de racheter un concurrent qui fait 3 fois sa taille, je ne sais pas si, et relativement simplement, je ne sais pas si beaucoup d'entrepreneurs ont cette information, tout en gardant la majorité, en restant entrepreneur, enfin en restant à son poste de chef d'entreprise. Je pense que peu d'entrepreneurs ont cette information. Et au-delà de ces capacités qu'ouvre le recours à un capital investisseur, Jean-Luc disait tout à l'heure que l'entrepreneur se trouve seul souvent, et la tête dans le guidon. Faire entrer un investisseur à son capital, c'est faire entrer quelqu'un qui s'assoit à la même place que vous et qui prend les mêmes risques et qui fait face aux mêmes difficultés que vous et qui ponctuellement peut vous aider à sortir la tête du guidon. Alors quand même, on ne va pas faire psychologie de bistrot, mais enfin le patron moyen est pas très partageur quand même en termes de pouvoir. Et quelqu'un qui s'assoit au même niveau que lui, qui prend les mêmes décisions que lui, est-ce qu'on ne préfère pas des fois aller, pour être clair, rester petit chez soi que plus grand en accueillant, on va dire, un petit camarade, mais qui va peut-être prendre un peu trop de place? Écoutez, je pense qu'il y a autant d'individus que de réponses à cette question. Moi, j'inviterai volontiers les 3 précédents intervenants à répondre à cette question à ma place. Mais globalement, quand même, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'en termes de culture sur l'ensemble des mécanismes, on n'est pas manifestement au niveau. Il y a plein de patrons de PME qui ne savent pas en fait comment ça se passe. Je pense qu'il y a plein de patrons de PME qui ne savent pas comment ça se passe et que ces mécanismes existent. Qu'il est possible pour un entrepreneur de trouver les premiers milliers ou dizaines de milliers d'euros pour créer sa société, qu'il est possible pour une entreprise de trouver quelques centaines ou quelques millions d'euros pour développer du développement interne, pour aller acheter son principal concurrent, qu'il est possible pour quelqu'un envisageant de se retirer parce qu'il a atteint l'âge de le faire, d'avoir recours à un capital investisseur pour permettre à un collaborateur avec 3% départ de faire face à ce défi-là. Merci.